Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle en Guinée. Le scrutin du 11 octobre s'est déroulé dans le calme, mais des désaccords entre la majorité du président Alpha Condé et les 7 candidats de l'opposition sont à l'ordre du jour. Depuis lundi, ses opposants ont annoncé qu'ils rejetteraient les résultats de ces élections. Focus sur le rôle des chefs traditionnels dans le fonctionnement de l'appareil administratif des pays africains. Nous verrons comment ces derniers se mobilisent pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. L'Afrique sera le continent du 21e siècle, une pensée qui semble commune, mais pour de nombreux spécialistes, il serait indispensable de construire de véritables stratégies de croissance en passant par les partenariats publics-privés. Illustration avec le cas du Cameroun dans ce journal. Mais d'abord, sachez qu'au Bénin, l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou, a tiré sa révérence suite à une longue maladie. Le chef de l'État béninois, Thomas Boneyayi, a annoncé mercredi soir son décès. L'ex-président a gouverné le pays pendant près de 30 ans et avait quitté le pouvoir en 2006 à l'âge de 72 ans, atteint par la limite d'âge constitutionnelle. Contestation des résultats de la présidentielle en Guinée. Le gouvernement demande aux candidats qui rejettent le scrutin de respecter les lois tout en ouvrant la voie au dialogue. Un dialogue pour le moment quasi inexistant alors que l'annonce prochaine des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle devrait être publiée sous peu. On fait le point avec Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. Première déclaration officielle depuis le 11 octobre 2015, date de la tenue de l'élection présidentielle. Le gouvernement guinéen appelle les différents contestataires au calme et a usé des voies de recours légales en matière de contentieux électoral. Depuis en effet le lendemain du déroulement du vote, l'opposition conteste les résultats et des violences ont commencé dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Au nom de l'autorité publique, c'est le ministre des Affaires étrangères en présence des représentants d'institutions internationales qui tentent d'apaiser les acteurs. Lorsque les résultats seront proclamés, s'il y a un contentieux électoral, comme le dit la loi, ceux qui ont des problèmes ont le droit légitime de s'adresser à la Cour constitutionnelle qui a été mise en place. L'état de droit ne se consolidera jamais si nous n'apprenons pas d'abord à respecter nos propres institutions. Le gouvernement déclare que les portes sont toujours ouvertes au dialogue et que l'opposition peut passer par les institutions de la République pour faire entendre ses revendications. La Guinée est un état de droit, ajoutera le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako rappelle ensuite que les responsables des troubles post-électoraux feront face à la rigueur de la loi. Dès lors qu'il y a violence politique, violence post-électorale avérée, aussi bien les auteurs que les commanditaires sont passibles du code pénal guinéen. Et je tiens à réaffirmer solennellement que le gouvernement prendra ses responsabilités dans ce sens. Mais je rajouterai pour terminer, la Guinée n'est pas un pays pendu comme ça au ciel. La Guinée est dans le concert des nations. La Guinée est partie au traité de Rome. Si le gouvernement guinéen n'assume pas sa responsabilité, il y a la justice internationale. Le scrutin présidentiel s'est déroulé le 11 octobre 2015 dans le calme et la sérénité. Les électeurs se sont massivement rendus aux urnes pour voter. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, le taux de participation tourne autour de 75%. Mais avant la proclamation des résultats provisoires, les 7 candidats de l'opposition dénoncent des fraudes massives et appellent à l'annulation de l'élection. Les différents observateurs internationaux sont quant à eux unanimes. Les manquements constatés ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin. Les chefferies traditionnelles constituent un maillon important de l'organisation sociopolitique en Afrique. Ces dernières conserveraient en effet une forte influence morale, mais aussi spirituelle. Une position qui, en temps électoral, s'avère cruciale pour maintenir la stabilité du pays. Illustration avec la Côte d'Ivoire qui ira voter le 25 octobre avec Deo Gracias Okpodo. Dimanche 25 octobre 2015, le corps électoral ivoirien sera convoqué aux urnes pour élire un président de la République. Un scrutin que beaucoup souhaitent sans violence, malgré les tensions politiques entre pouvoir et opposition. Mais dans ce climat d'inquiétude et d'incertitude, les leaders religieux et traditionnels se veulent confiants. Le Forum des souverains traditionnels du continent insiste sur la promotion de la cohésion sociale, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays africains en proie à des tensions politiques. Ils estiment que chacun d'entre eux a une responsabilité dans son pays. La chefferie traditionnelle est en train de faire son chemin en Afrique. Le travail que nous avons fait, c'est d'abord de nous faire reconnaître. Nous sommes reconnus. La deuxième phase, c'est une formation pour l'éthique
de la chefferie traditionnelle. Il faut que chaque chef sache son rôle pour savoir quelle est la place qu'il occupe dans le pays. S'adressant surtout aux acteurs politiques ivoiriens, le secrétaire général permanent du Forum des souverains et leader traditionnel d'Afrique insiste également sur le développement de la Côte d'Ivoire, mais dans un climat de paix. Chaque candidat en lice pour le scrutin du 25 octobre a sans doute un projet personnel, mais dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels estiment que le plus important devrait être l'intérêt national. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut résoudre le problème. Parce que vous avez déjà une expérience. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en exil. Et il faut faire de sorte que vos frères rentrent et que vous puissiez avoir une stratégie pour, de façon démocratique, aller au pouvoir et essayer de développer la Côte d'Ivoire. Il y a des chefs traditionnels, loin de Dieu, il faut les écouter. Un chef, c'est un conseil pour la stabilité, la cohésion de la nation. Le Forum des souverains et leaders traditionnels regroupe 12 pays africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc ou encore la Guinée équatoriale. Il se donne pour mission d'intervenir comme médiateur dans tous les pays en proie à des tensions politiques et des conflits. Concertation au Palais de la Renaissance en Centrafrique. La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a démarré ce lundi une réunion avec les chefs des quartiers et des maires des arrondissements. Au menu des discussions, l'organisation des élections générales, la sécurité, le rétablissement des forces armées centrafricaines, mais aussi les difficultés de la refondation du pays après les crises récurrentes. Les explications de Lise Elsi à Kizimane. Début des consultations entre le pouvoir de transition et les forces vives en Centrafrique. Ces rencontres ont débuté mardi 13 octobre 2015. Au menu des discussions, la sécurité et le calendrier électoral. Nous avons été reçus hier, mais nous, si vous voulez, on a intervenu sur 4 points. Le premier point, c'est de condamner encore fermement toutes ces tueries là, qui ont eu lieu pendant près de 4 jours à Bangui et qui ont occasionné beaucoup de pertes de vies humaines. Et nous avons dit qu'il faut absolument que la justice passe parce que ça ne sert à rien de condamner ces choses-là et que ça recommence. Donc il faut que la justice passe, et que leurs auteurs, leurs co-auteurs et tout puissent répondre de leurs actes devant la justice. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, nous nous sommes beaucoup préoccupés de la situation sécuritaire. La situation sécuritaire en Centrafrique est vraiment intolérable et insupportable. Le dernier point, c'est que nous pensons que le processus électoral doit se dérouler conformément aux dispositions du code électoral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de bricoler un chronogramme électoral en violation du code électoral. Il faut que ce soit vraiment conforme au code électoral. Ces discussions qui étaient prévues pour durer une semaine ont été pourtant boudées par plusieurs mouvements politiques. Les anti-Balaka, les ex-Seleka ou encore les partis de l'opposition ont décliné l'invitation de la présidente de la transition. Il aurait fallu, à mon avis, définir un cadre et avoir un noble jour qui devait être consacré à la situation sécuritaire et à la crise qui vient d'avoir lieu dernièrement. Ensuite, définir définitivement le calendrier d'une manière consensuelle avec tous les acteurs du processus électoral. La situation sécuritaire est en effet préoccupante en Centrafrique, ce qui bloque l'évolution du processus électoral et la fin de la transition. Cette dernière a été prolongée jusqu'en décembre 2015. L'avenir du calendrier électoral reste incertain après la démission de Dieudonné Komboyaya, le président de l'autorité nationale des élections, le 9 octobre 2015. La contribution des partenariats publics-privés dans le cadre de la réalisation des infrastructures en Afrique subsaharienne a connu une baisse de 72% en 2014. Conscient de l'importance de cette collaboration, le Cameroun ambitionne d'inverser la donne et dynamiser les PPP dans différents domaines. Les précisions de Lise Elsi à Kizimane.
Lancement du club partenariat public-privé au Cameroun. L'événement aura lieu ce jeudi 15 octobre 2015 à Douala, la capitale économique du pays. Une cinquantaine d'entreprises y participent, notamment les représentants des banques, des agences d'assurance, des entreprises de construction, des hommes d'affaires ou encore des industriels. L'objectif du club, assurer un meilleur échange d'informations au niveau du secteur privé afin de mieux répondre à la demande. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués, aussi bien donc la société de développement, la société de construction, l'opérateur, tous les conseils juridiques, les conseils financiers, les avocats, etc. Donc, et pour pouvoir arriver à un accord avec un État sur un projet particulier, ça nécessite quand même un gros travail au préalable. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire au niveau du secteur privé. Ceux qui veulent se regrouper entre eux, ils trouveront au sein du club un moyen de pouvoir mieux communiquer et aussi de mieux préparer les dossiers pour que ces dossiers puissent aboutir dans les différents domaines. L'Afrique présente un grand potentiel au niveau de ses partenariats entre le public et le privé, l'évolution de la démographie, l'économie soutenue du continent, la population qui s'urbanise de plus en plus sont autant d'enjeux qui favorisent l'offre et la demande des partenariats. Les gouvernements doivent se saisir, et je pense que la plupart du temps, la plupart d'entre eux, ils le font, se saisissent de ces enjeux. Il y a une multiplicité de réponses. J'aurais tendance à dire que les partenariats publics-privés sont une de ces réponses qui permet d'allier la demande du gouvernement, les besoins du gouvernement en termes d'investissement, mais également en termes d'entretien et maintenance de ces infrastructures sur le long terme, et d'associer le privé, les groupes internationaux, mais également le secteur privé local, régional, à des grands travaux d'infrastructures, ces grands travaux structurants. Le club PPP Cameroun va donc créer une opportunité d'investissement à travers son site internet. Le PPP reste ainsi un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. En 2013, le gouvernement camerounais a présenté aux investisseurs des projets dans divers domaines à exécuter en partenariat public-privé. Il s'agit notamment des domaines de transport, de développement urbain, énergie et dans le développement de la conservation des produits alimentaires. Le 15 octobre marque la Journée internationale de la femme rurale, une catégorie sociale qui représente plus d'un quart de la population mondiale. Et dans les pays en développement, les femmes rurales représentent environ 43% de la main-d'œuvre agricole. Et elles produisent, transforment et préparent la plupart des aliments qui sont disponibles, ce qui signifie que la responsabilité en matière de sécurité alimentaire leur incombe principalement. Pour rappel, la première Journée internationale de la femme rurale a été célébré le 15 octobre 2008. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.